d'accueillir Jean-Louis Mèche, qui va présenter une partie des choses qu'il anime dans son équipe de recherche sur, je dirais, de façon générale, les relations pathogènes, dans un exemple plus particulier, comme vous voyez, de Coxiella, sur lequel il travaille avec Didier Raoult depuis quand même quelques années maintenant, et donc on peut penser que c'est probablement la personne au monde, les 2 ou 3 personnes au monde qui connaît le mieux cet aspect particulier des affections à Coxiella, et on le remercie d'avoir pris sur son calendrier que l'on sait très chargé pour donner ce séminaire aujourd'hui. Merci Michel. Je pense qu'effectivement la politique de com est extrêmement importante et je pense que c'est un élément clé maintenant. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin d'envoyer des likes, ne vous inquiétez pas. Ça sera beaucoup plus étendu. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu certaines données que nous avons maintenant depuis que nous travaillons sur la fièvre Q et sur la réponse immune au cours de la fièvre Q, je dirais maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Effectivement, on a un regard qui est quand même maintenant assez précis. Et ce qui est intéressant, et vous verrez au fur et à mesure de cet exposé, 20 ans, c'est suffisant pour que nous remettions en cause nos propres découvertes. Et donc, à la fin, on arrivera à la conclusion, et vous verrez, on a une conclusion beaucoup plus étroite que la conclusion que j'aurais pu faire il y a 10 ans. Parce que finalement, il y a des choses qui me paraissaient très très claires, qui se sont avérées ne pas être aussi claires, et donc voilà. Donc on va un petit peu avancer par. Donc, tout d'abord, je dirais il y a des choses qui sont assez solides. C'est finalement donc, la fièvre Q, vous savez que c'est une zoonose due à Coxiella burnetii, bactérie intracellulaire, très longtemps intracellulaire, maintenant qui ne l'est plus, mais bon, effectivement, là aussi ça fait partie des choses qui ont évolué. Et on a considéré que pendant très longtemps que finalement l'hôte exclusif de Coxiella burnetii, c'était le macrophage. Donc nous, ça nous convenait très bien, parce que, bon, ayant effectivement un background en termes d'études du macrophage, on était effectivement en phase avec ce type d'agent infectieux. Donc, on s'est aperçu que finalement, c'est peut-être vrai, mais il y a peut-être d'autres nouvelles cibles qui sont en train d'apparaître. Alors donc, pour qu'il y ait infection, il faut que la bactérie rentre dans sa cellule hôte. On va admettre que pour l'instant, sa cellule hôte, c'est le macrophage. Et donc, ce sont des données que nous avons, je dirais, mis en évidence à peu près dans les années 99-2000. Et donc, on a progressivement défini ce qu'était, je dirais, la rencontre initiale de la bactérie avec un macrophage et ce que ça allait donner en termes de vie intracellulaire. Donc ça aussi, ça a été un point sur lequel il y a eu un certain débat. Donc ce qu'on a montré, qui à l'heure actuelle, je dirais, fait unanimité, il n'y a pas de contestation là-dessus, c'est que c'est probablement une intégrine, alpha-V bêta 3, qui sert de récepteur pour Coxiella burnetii. Alors, bien entendu, ce serait illusoire d'imaginer qu'une bactérie, c'est une structure avec un seul ligand et que donc ça se réduirait à une interaction ligand-récepteur. Bien entendu, il y a d'autres partenaires qui peuvent intervenir, mais alpha-V bêta 3 semble être le récepteur qui est le plus impliqué. Donc, une fois que Coxiella burnetii se lie à ce récepteur, eh bien, ça va induire toute une série de remaniements dans la cellule, et en particulier comme remaniement, ça va induire un contrôle de l'internalisation. Donc, on a un processus qui est assez complexe, qui fait que, bon, c'est pas une entrée toute simple, hein, donc la bactérie a mis en place une stratégie qui lui permet de contrôler son entrée, et ça, on l'a très bien disséqué, en particulier en montrant que certains récepteurs, des récepteurs phagocytaires professionnels, ils étaient exclus de ce processus-là. Ce qui n'est pas le cas quand on prend des variants virulents qui, eux, engagent à la fois alpha-V bêta 3 et CA3 et rentrent de façon très efficace. Donc là-dessus, on a étudié
qui est, donc ça a été tout le travail essentiellement qu'a fait Éric Vigo, c'est vraiment lui qui a vraiment étudié cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe une fois que la bactérie est dans la cellule? Donc on a affaire à une bactérie intracellulaire, donc il faut qu'elle survive dans la cellule. Et donc il y a, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a par la bactérie une manipulation du trafic intracellulaire qui va faire que la bactérie va se retrouver dans un compartiment qui est un compartiment acide, là il y a un consensus là-dessus, qui aura acquis des éléments de la voie d'endocytose et en particulier des endosomes tardifs, mais qui n'aura pas acquis tous les éléments des lysosomes. Autrement dit, on n'arrive pas à un phagolysosome au sens strict. Alors, ce point a été un point un petit peu débattu parce que effectivement les équipes, en particulier les équipes de Neumaisen, ont considéré que finalement c'est une bactérie qui vivait dans un phagolysosome. Là, il y a eu des débats, je dirais, un petit peu sans fin. Qu'est-ce que c'est qu'un phagolysosome? Est-ce qu'un phagolysosome, ça doit avoir tous les éléments qui définissent un phagolysosome? Et dans ce cas, la réponse est claire, et même Neumaisen est d'accord, ce n'est pas un phagolysosome complet. Est-ce qu'un phagolysosome, c'est effectivement une vacuole acide avec un certain nombre de marqueurs? Et là, dans ce cas, effectivement, on est dans un phagolysosome. Donc, c'est un point pour lequel il n'y a pas de vraie réponse, il n'y a pas non plus on n'a pas pu vraiment aller au bout de la logique qui était finalement de comparer les souches que nous on employait, les souches que eux employaient, parce que peut-être que là aussi il y a sans doute des différences. Les souches qui finalement sont utilisées, des souches de référence qui sont utilisées quand même depuis pas mal de temps, et de côté, là aussi ça peut induire un certain nombre de facteurs. Quoi qu'il en soit, c'est une bactérie qui va dans le macrophage et qui va assez loin dans le trafic intracellulaire. Par contre, ce qui est clair, c'est que les variants avirulents, eux, vont vraiment dans des phagolysosomes, avec tous les caractéristiques d'un phagolysosome au-delà du pH acide, et bien entendu, avec la notion clinique. Bon, ça, c'est des données. On a essayé, donc, Éric a fait en 2011, un petit peu un article de synthèse, et depuis, on a fait un bouquin avec Neumaisen de façon à essayer de faire une espèce de consensus à la façon du Parti socialiste. Je dirais, consensus démocratique. Alors la deuxième chose, c'est, et ça aussi c'est intéressant, parce que c'est une façon de voir comment on peut effectivement avoir une analyse qui est parfois un petit peu trop rapide. Donc la deuxième chose, c'est que contrairement à beaucoup de cellules, et en particulier les cellules qui sont utilisées pour étudier le trafic intracellulaire, ce sont des cellules LA, des fibroblastes, qui sont des cellules relativement peu réactives à l'agression infectieuse. Là, le macrophage, c'est une cellule qui va répondre très très rapidement à une agression. Donc ça veut dire que quand on étudie le comportement de la bactérie dans le macrophage, on doit intégrer aussi la notion d'activation de ces macrophages. Et donc on s'est aperçu par des études effectivement d'expression de gènes que lorsque Coxiella burnetii interagissait avec un macrophage, vous voyez, il se comporte très très différemment d'un lipopolysaccharide que l'activateur classique. Et donc, en gardant l'échelle de couleur classique, plus c'est activé, plus c'est rouge, et moins c'est activé, plus c'est vert. Donc, vous voyez clairement, Coxiella burnetii, ça active moins que un lipopolysaccharide d'enterobactéries. Et quand on regarde un petit peu les gènes qui sont modulés, eh bien, on s'aperçoit, si vous voyez, ça c'est ce qui est en les barquets, vous voyez que tous les gènes inflammatoires sont plutôt modulés. Et ceux qui sont anti-inflammatoires, comme l'INARA, comme l'interleukine 10 sur laquelle on reviendra, ou la molécule CCL18, sont augmentés. Donc on a dit, c'est simple, Coxiella burnetii rentre dans un macrophage par alpha-V bêta-3 et induit un programme de type anti-inflammatoire, un programme M2, et c'est ce programme M2 qui fait que la bactérie va survivre. Donc ça, c'était calé, c'était gravé dans le marbre en 2008, et c'était pas si simple que ça. C'était comme ça que ça passe. Alors depuis, on s'est dit, le macrophage n'est qu'un partenaire de la réponse immune,
Et finalement, c'est un peu surprenant d'imaginer que, bon, il y ait une spécificité qui fasse que le cocciola burnetii aille exclusivement dans le macrophage, et peut-être que d'autres partenaires de la réponse immune qui sont engagés. Et donc, parmi les partenaires de la réponse immune, il y a bien entendu les cellules dendritiques qui, elles, ont un travail très spécifique, c'est de présenter l'antigène aux lymphocytes T et donc d'induire la réponse immunitaire. Donc, ce n'est pas le macrophage qui fait la réponse immunitaire, c'est quand même la cellule dendritique qui fait la réponse immunitaire. Donc, ces cellules dendritiques, c'est un ensemble extrêmement vaste, qui comprend des cellules dendritiques dites myéloïdes et des cellules dendritiques dites plasmacytoïdes, et après, elles sont subdivisées en une infinité de sous-populations. Donc là, le hasard fait qu'il était sorti un papier qui depuis a été contredit par d'autres papiers contre le nôtre, qui disait finalement Cocciola burnetii, quand elle interagit avec une cellule dendritique, eh bien, elle va empêcher la maturation de la cellule dendritique. Donc du coup, ça devient extrêmement simple. La cellule dendritique ne se mature pas, donc du coup, on n'active pas le lymphocyte T. Donc à partir de ce moment-là, on a une immunosuppression, et donc ça devient extrêmement simple. La bactérie peut se repliquer parce qu'il n'y a pas de réponse immunitaire. Donc déjà, il y avait des arguments qui n'allaient pas dans ce sens, c'est que bon, c'est très bien que quand on infecte un animal, et a fortiori quand on infecte un humain, il y avait une réponse immune, une réponse inflammatoire, production d'anticorps, etc. Ce qui n'est pas en faveur, d'une situation d'immunosuppression avec un germe opportuniste, ce qui n'est pas efficace. Donc on a refait un petit peu ce travail, depuis qui a été confirmé par d'autres équipes, et donc on a voulu voir un petit peu ce qui se passait. Et donc on a étudié tous les paramètres de l'activation des cellules dendritiques myéloïdes, mais ce qu'on a fait, la plupart du temps, on fait la chose suivante. On prend une condition non stimulée et on met à côté le stimulé. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un certain nombre d'agents infectieux qui sont des intracellulaires et on a vu un petit peu comment, en utilisant cette approche, on pouvait peut-être repositionner la réponse de la bactérie, non pas dans un effet dans une réponse duelle avec une cellule non stimulée ou du lipopolysaccharide, mais effectivement dans une échelle de réponse réelle à des bactéries. Donc qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ce qui définit l'activation d'une cellule dendritique, c'est trois paramètres. Premièrement, la diminution du phénomène d'endocytose, l'induction d'une prolifération lymphocytaire et l'acquisition de marqueurs d'activation CD80, CD86, HLA. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que finalement, Cocciola burnetii répondait à ces critères-là. À la fois, induisait une prolifération, diminuait l'endocytose, en rendait la cellule plus mature, et permettait l'acquisition d'un certain nombre de marqueurs. Si vous remarquez bien, c'est quand même une bactérie qui va induire, certes, les marqueurs, mais à un niveau moindre que certaines bactéries, comme Orientia physiologique, et mieux que Brucella abortus. Donc vous voyez déjà, on est dans un système qui n'est pas complètement binaire, on est dans un système où l'activation, elle existe, mais elle n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'on pense. Alors donc, on a complété ce travail par une approche en micro-arrêt, et donc on a vu qu'il y avait des signatures spécifiques et des signatures qui étaient communes à l'ensemble des gènes, et parmi effectivement les signatures spécifiques, on a retrouvé toute une série d'éléments qui vont tourner autour de l'activation des cellules dendritiques. Donc ça, c'est une observation qui a été importante depuis pas mal reprises, parce que finalement, cette idée de comparer les pathogènes entre eux a peut-être plus d'intérêt que toujours cette situation de dire c'est moins du lipopolysaccharide et c'est plus que rien du tout, finalement, a permis quand même un petit peu de faire avancer les choses. Alors, à côté de ça, et là je l'ai mis un petit peu, je ne vous dis pas les raisons qui nous ont fait arriver là, on s'est intéressé à un deuxième type de cellules dendritiques qui sont les cellules plasmacytoïdes.
Bon, les cellules dendritiques plasmacytoïdes, elles sont très connues des gens qui font du virus, puisque ce sont des cellules qui sont activées par les virus, qui produisent des interférons de type 1, et on ne les a pas regardés parce que finalement, puisque ce n'est pas un virus, on n'a pas regardé des cellules plasmacytoïdes. Alors, comme on le verra sur les diapos qui vont suivre, mais bon, c'est ça la vraie raison, on s'est aperçu que chez les patients qui avaient une fibrocule, eh bien, il y avait moins de cellules dendritiques plasmacytoïdes. Donc on s'est dit, ça vaut peut-être le coup d'aller les explorer, et c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Alors, le problème des cellules dendritiques plasmacytoïdes, ce sont des cellules qui sont peu représentées dans le sang circulant, qui sont extrêmement fragiles, donc il y a une mortalité extrêmement importante de ces cellules, donc qui fait que c'est pas idéal pour travailler. Il y a des lignées de cellules dendritiques plasmacytoïdes qui donnent des profils voisins, mais quand même, quand on étudie l'expression des gènes, il y a une divergence extrêmement importante. Quoi qu'il en soit, on s'est aperçu que l'oxylaburnétine était capable d'induire un programme transcriptionnel dans ces cellules dendritiques plasmacytoïdes. Il était capable d'induire les marqueurs de l'activation, qui sont CD86 et CCR3, et surtout, il était capable d'induire la production d'interférons alpha, à un niveau qui est un niveau, quand même, qui est loin d'être négligeable par rapport à un activateur classique de ces cellules dendritiques plasmacytoïdes. Donc ça a ouvert une vraie discussion sur le rôle des interférons de type 1, alpha-bêta, dans les infections bactériennes. Et comme quoi tout le monde en fait a les mêmes idées en même temps, on a commencé effectivement à regarder ce qui se passait dans les infections bactériennes, soit en regardant la production d'interférons type 1, soit en utilisant un modèle souris qui est un modèle qui est dépourvu de récepteurs pour les interférons de type 1, qui permet de voir effectivement si on est protégé. Alors, l'interféron gamma que vous connaissez, qui est l'interféron de type 2, on y reviendra, et l'interféron type 1, vous connaissez moins bien. Eh bien, on s'aperçoit que dans la plupart des modèles d'infection bactérienne, l'interféron de type 1 n'est pas protecteur. Il serait plutôt même associé à un effet, je dirais, dans la pathogénicité. En tout cas, ça a été très très bien montré dans la tuberculose en particulier. Chez nous, on est probablement dans ce même système et on n'a pas fait des expériences chez la souris. Alors ça, c'est dans le sang circulaire. Vous savez que la réponse d'un organisme n'est pas que dans le sang circulaire. Elle est aussi au niveau des tissus. Et pour vous montrer à titre d'exemple, j'ai dû mettre une autre version. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement les cellules dendritiques qu'il y a au niveau qui sont présentes au niveau de la... il n'a pas le... Il a parce que je pense que c'est la version, c'est pas la bonne version. Il faut... C'est comme ça qu'on va varier son parce que... En attendant, il y a une capacité de dosage chez les patients de l'interféron type 1 d'un côté, l'interféron type 2 de l'autre. Oui, et on va y revenir parce qu'effectivement, on a fait pas mal. Ce sont des dosages électriques. Donc on devrait... Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer. Un des organes cibles de l'infection par toxélaburnétie, c'est le placenta. Et donc c'est un travail qu'on a fait très récemment. On a voulu voir un petit peu les cellules immunes des tissus. Est-ce qu'elles vont se comporter exactement comment? Ce qui se passe au niveau du sang circulant.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les cellules dendritiques qui sont présentes au niveau du placenta, eh bien, sont totalement incapables de répondre à Coxiella boniti. Eh bien, elles ne sont pas activées en réponse à Coxiella boniti. Donc, ça veut dire que selon le micro-environnement où on va se trouver, la cellule dendritique, qu'elle soit dans le sens circulant ou dans un tissu, ne va pas se comporter de la même façon. Et ça a un impact extrêmement important parce que, bon, le placenta, c'est une cible. La bactérie va volontiers se repliquer dans le placenta, et là, peut-être qu'effectivement, ça prend tout son sens. Le fait d'avoir une réponse qui n'est pas réglée par les cellules dendritiques. Alors, deuxième, ça c'est, je dirais, ce que nous avons, ce sont les travaux in vitro. Ce qu'on a voulu, c'est revenir un petit peu à l'exploration des patients. C'est-à-dire, quelle est la réalité maintenant quand on se met à explorer les patients. Alors, quand on se met à explorer les patients, la situation devient complètement différente. D'abord, on travaille sur du sang circulant, c'est bien entendu qu'on va faire des biopsies chez ces patients, et donc on a décidé de faire un petit peu un état des lieux. Parce que jusqu'à présent, on vivait dans cette logique, macrophage, cellules dendritiques, activation in vitro. La question qu'on s'est posée maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va voir exactement au niveau des cellules. Donc finalement, première cellule qui va nous intéresser, ce sont les monocytes. Alors, pourquoi les monocytes? Parce que ce sont les précurseurs naturels des macrophages, et que donc ce sont des cibles potentielles de Coxiella. Alors, ce qu'on a fait, c'est un travail qu'on a fait en cytométrie de flux, travail qui a été fait chez Danieloni. Et donc, bon, c'est un travail qui nous a permis d'étudier l'ensemble des sous-populations. Donc, on part du sang des cellules mononucléées, on définit les cellules qui sont vivantes, on exclut tout ce qui n'est pas les monocytes, et on va définir 3 sous-populations, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait 3 sous-populations de monocytes. Une population majoritaire qu'on appelle les monocytes classiques, et des populations qui sont des populations minoritaires, intermédiaires et surtout non classiques, qu'on peut du coup caractériser par la présence de la molécule CD16. Donc, autrement dit, un monocyte classique, c'est un monocyte qui est CD14, qui n'exprime pas CD16, et un monocyte non classique, il est faiblement CD14, mais il exprime CD16. Donc ça permet effectivement de les séparer. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que chez les patients qui avaient une endocardite de la génitule, eh bien, il y avait une diminution de ces monocytes non classiques, alors que les monocytes classiques n'étaient pas affectés. Donc, pourquoi? Ça, je dirais qu'on n'a pas vraiment d'explication. Alors, c'est du coup comme ça qu'on a continué à phénotyper, je dirais, l'ensemble des cellules circulantes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'effectivement, les fameuses cellules dendritiques plasmacytoïdes étaient diminuées, mais par contre, il y avait peu de modulation au niveau des cellules dendritiques et myéloïdes. Donc, si on fait le bilan, là, déjà, à ce stade, on s'aperçoit que ce qui bouge le plus dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est très probablement les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Les monocytes, c'est uniquement une sous-population qui bouge chez les patients, et les cellules dendritiques, c'est aussi une sous-population. Donc il y a, quand on va dans la réalité des patients, une situation qui est peut-être un petit peu plus complexe que ce qu'on avait pensé. Alors, bien entendu, à côté de ces cellules myéloïdes, on a voulu voir ce qui se passait un petit peu au niveau du compartimenté. Pourquoi le compartimenter? Parce que, il contrôle les réponses des cellules myéloïdes, et deuxièmement, c'était sans doute un sujet sur lequel on s'était peu penché ces dernières années. Pourquoi? Là encore, sans doute pour une raison un petit peu idéologique, entre guillemets, en disant, bon, finalement, c'est une maladie du macrophage, donc on n'a pas à regarder les lymphocytes. Donc, du coup, on en a profité pour étudier un petit peu ce qui se passait au niveau de la population CD8. Alors les CD4, il y a des variations, en particulier, il y a souvent des diminutions des CD4. Les CD8 sont intéressants pour 2 raisons. Parce que ce sont des cellules qui sont productrices d'interféron gamma, et l'interféron gamma est sans doute un facteur extrêmement important de la défense sur lequel on va revenir. Donc là, encore la même stratégie, on utilise des cellules, des marqueurs des différentes populations.
Et pour faire court, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Eh bien, il ressort de tout ça qu'on a une diminution des CD8 naïfs et on a une augmentation des CD8 mémoire. Alors ça, où c'est qu'on retrouve ça? On retrouve ça dans les infections virales chroniques. Donc, les patients qui ont des endocardites de la fièvre Q ont un profil qui est un profil infection virale chronique. Donc, ça veut dire qu'il y a une persistance, comme dans les infections virales chroniques, il y a une persistance de l'agent infectieux qui fait qu'on a une stimulation régulière de ces cellules, moins de naïfs et plus de cellules de mémoire centrale. Donc, on a vraiment, on est en train de définir, je dirais, un nouveau phénotype de ce qu'est le patient infecté. Alors, à côté de ça, donc on a vu diminution des CD4, on a vu variation de la distribution des sous-populations de CD8. Bien entendu, maintenant, on a un peu regardé les solutés régulatrices naturelles. Alors, pourquoi les solutés régulatrices naturelles? Il y a la vraie raison, et puis après, il y a la raison qu'on crée secondairement. La vraie raison, c'est qu'on a regardé les solutés régulatrices dans la fièvre Q, parce que tout le monde regardait les solutés régulatrices. Donc, on a fait comme tout. Ça, c'est la vraie raison. La deuxième raison, celle qu'on propose maintenant, c'est les solutés régulatrices sont des cellules qui produisent de l'interleukine 10, et donc c'est une source potentielle dans la fièvre Q, donc ça fait plus digne comme explication. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Bien, on a constaté que ces cellules régulatrices qui se caractérisent par un phénotype CD4, CD25, le récepteur de l'IL2, plus la présence de FOXP3, qui est un facteur de transcription, eh bien on a constaté qu'il y avait, au cours de la fièvre, des endocardites de la fièvre Q, il y avait une augmentation des cellules T régulatrices naturelles, ce qui quand même va dans le bon sens, parce qu'on va voir finalement que la chronicité c'est quand même associé à la production d'interleukine. Alors donc tout ça, nous a amené à dire, et c'est un point de discussion même, c'est un point de discussion qui pose la question, quelle est la place de l'évaluation de la réponse de l'autre, je dirais, en maladie infectieuse. Donc autrement dit, est-ce que la notion de biomarqueur a un sens ou pas? C'est un point sans doute sur lequel j'aurai jusqu'à la fin de ma carrière des débats avec Didier, ça m'intéresse. Mais bon, ça c'est ça qui est. Donc, première molécule qui va nous intéresser, c'est l'interleukine 10. Alors, pourquoi cette molécule va nous intéresser? Vous voyez, c'est une très très longue histoire. C'est le seul cas, je dirais, dans l'approche qu'on a eue dans la fièvre Q, où on s'est dit, bon, c'est une molécule qui pourrait être impliquée, donc on va voir comment ça se passe. La plupart du temps, on a eu des approches plutôt de type beaucoup plus neutre, beaucoup plus sanguine. Donc, ce qu'on a montré, donc finalement, maintenant, on a continué depuis 15 ans, on a montré que l'oxyalurnétide qui survit dans les monocytes, voire éventuellement se replique un tout petit peu dans les macrophages, eh bien, en présence d'interleukine 10, elle va se mettre à se multiplier. Donc on a dit, tiens, c'est bon, c'est parfait, on a la molécule associée à la replication, et d'ailleurs c'est sans doute assez spécifique, parce que si on prend le TGF-bêta ou d'autres molécules dites immunorégulatrices, eh bien on s'aperçoit qu'on n'a pas d'effet. Donc il y a un effet, il y a une dépendance. Alors cet effet IL-10 dépendant, il est lié à la production, au contrôle de la production de TNF, parce que comme vous voyez ici, donc quand vous mettez de l'IL-10, vous avez une replication, et si vous rajoutez du TNF, eh bien vous voyez que vous prévenez cet effet prolifératif de l'interleukine. Donc ça passe par un contrôle du TNF. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on avait observé chez les patients, qui étaient donc dans 3 groupes. Ici, des patients dits à effet recul aigu, ici, des patients avec des endocardites de la fièvre Q, et ici, ce sont des patients qui sont des patients valvulopathes qui font une fièvre Q. Donc, dans lequel, à peu près 50% sont à risque de développer une endocardite. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une surproduction d'interleukine 10 chez les patients qui font une endocardite de la fièvre Q. Ici, il y a une position intermédiaire qui est liée au fait qu'en fait, il y a 2 populations. Il y a ceux qui ne vont pas faire d'endocardite et on voit progressivement le taux d'interleukine 10 qui diminue.
et ceux qui font l'endocardite, qui vont voir une augmentation du taux d'interleukine. Donc, clairement, l'interleukine 10 in vitro et chez les patients à abscesse. Alors, la question qui s'est posée, c'est finalement comment cette interleukine 10 contrôle un petit peu l'infection. Et on a regardé la microbicidie des macrophages, donc chez ces patients. Donc ici, les patients qui font une fièvre aiguë, pour lesquels il n'y a pas d'interleukine 10. Vous voyez qu'ils sont capables d'avoir un effet d'élimination de la bactérie. Alors, on n'est pas dans une situation de primo-infection, puisqu'il y a déjà eu une mise en place de réponse immunitaire. Donc, c'est pour ça que les macrophages sont capables d'éliminer. Sinon, ils ne seraient pas capables d'éliminer. On serait dans cette situation-là. Ici, c'est un sujet non humain. Ici, c'est un sujet qui fait une fièvre aiguë. Donc, vous voyez la différence de comportement. Maintenant, si on prend les patients qui font une endocardite de la fièvre aiguë, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu devenus des patients naïfs, avec un faible potentiel de microbicie. Si tout ça est sous le contrôle de l'IL-10, ça doit être prévenu si maintenant je mets un anti-IL-10. En général, quand on dit ça, c'est que ça marche. Donc, si on regarde maintenant ce qui se passe chez les patients qu'on avait ici, endocardite de la fièvre aiguë, on constate que si on rajoute maintenant un anti-IL-10, eh bien on ramène à un niveau de compétence microbicide qu'on avait ici. Bon, bien entendu, ça agit surtout, ça fait monter tout le monde, mais en tout cas, ça fait surtout monter ce contrôle. Donc, il y a un effet, ce que nous observons dans la persistance de Coxiella burnetii est lié à l'interleukine. Donc, on est allé un petit peu plus loin, et c'est un travail qui a été fait en 2008, où on a montré qu'on était capable de mimer la persistance bactérienne dans un modèle souris. Alors le problème qu'il y a dans les infections à Coxiella, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle souris. En général, on fait des infections avec. Ce n'est pas propre à Coxiella, mais c'est vrai que la plupart du temps, le modèle souris ne permet que de faire des infections. Alors dans ce système-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des souris qui surexprimaient l'interleukine 10 dans le compartiment myéloïde, parce qu'ils étaient sous le contrôle de CD68. Et donc, du coup, on a regardé ce qui se passait en termes d'infection, en termes de production d'anticorps et en termes de formation de granules. Mais on a vu que globalement, on était capable de retrouver ce qu'on retrouvait un petit peu dans les endocardites de la fièvre aiguë, à savoir qu'on avait une persistance bactérienne. Bon, alors évidemment, c'est pas spectaculaire, c'est surtout très net ici. Bon, le reste, c'est un petit peu spectaculaire, mais il y avait une persistance. Il y avait une augmentation de la production des anticorps. Et ça, ça colle bien avec ce qu'on observe dans les endocardites de la fièvre aiguë, où on a effectivement une surproduction d'anticorps. Et c'est cohérent aussi, parce que quand on a beaucoup d'IL-10, eh on booste la réponse B, ce qui est cohérent. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que un des éléments, qui était un élément fort de la caractérisation des endocardites de la fièvre aiguë, c'est l'absence de granulome. Et bien, dans ce contexte IL-10, effectivement, nous avons une disparition des granulomes. Donc, il y a toutes les caractéristiques de ce qu'on observe dans les endocardites de la fièvre. Donc, l'interleukine 10 semble être un facteur immunorégulateur particulièrement important. Alors, d'où vient-il? D'où vient cette interleukine 10? Alors, elle vient, bien entendu, des macrophages infectés, elle vient des cellules dendritiques, et puis elle vient des cellules T régulatrices. Alors, il y a une situation qui peut-être est intéressante parce qu'elle va nous expliquer quel est le rôle des anticorps dans la fièvre aiguë. Alors, les anticorps dans la fièvre aiguë ne sont pas protecteurs. Mais bon, ça, c'est pas propre à la fièvre aiguë, c'est propre à beaucoup d'infections à bactéries infectieuses. Donc, s'ils ne sont pas protecteurs, est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Et ce qu'on a constaté que lorsqu'on obsolisait Coxiella burnetii avec des anticorps de patients, de patients développant une endocardite de la fièvre aiguë, eh bien, on augmentait ce taux de phagocytose et on retrouvait donc ces bactéries dans des larges vacuoles multibacillaires, donc un petit peu effectivement comme on retrouve
chez les patients, et surtout, on avait une forte production d'interleukine 10. Donc on peut penser que les anticorps, qui ne sont pas protecteurs, font partie d'une boucle d'amplification qui va conduire à une surproduction d'interleukine. Donc on est, je dirais, vraiment dans un contexte interleukine. Donc on a poussé un petit peu plus loin, avec un certain nombre de molécules, en particulier la molécule PD1. La molécule PD1 qu'on a trouvée présente à la surface des cellules lors de l'exploration des patients. Alors, cette molécule PD1, c'est une molécule qui est associée à l'interleukine 10 et qui a été montrée effectivement dans les infections virales chroniques. Donc on retrouve un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure pour la molécule CD8. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'interleukine 10, eh bien, qui va induire la production de PD1 en synergie avec l'oxylamine. Donc on a vraiment des arguments qui ne cessent d'aller dans le sens d'une association entre interleukine 10 et évolution. Alors, c'est là que les choses vont se compliquer. Donc je vous ai dit, les macrophages, ils ont un programme M2. Donc l'interleukine 10, c'est une cytokine M2. Donc on s'attendrait à ce que les macrophages deviennent des macrophages M2. Donc ce qu'on a fait, et c'est très difficile de mesurer la polarisation parce qu'on n'a pas un ou deux marqueurs qui définissent vraiment la polarisation M1 ou M2 de macrophage. Donc ce qu'on s'est dit, finalement, réponse M2, on va utiliser un certain nombre de gènes de la réponse M2 et on va fermer la boucle. C'est-à-dire, on va dire c'est de l'interleukine 10, ça agit sur les macrophages, ça en fait des macrophages M2, et ces macrophages M2, ce sont les facteurs qui vont faire que la bactérie va persister. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos marqueurs et on a regardé leur expression. Cette fois-ci, chez les patients. Il faut revenir aux patients. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que, finalement, il n'y avait pas plus de marqueurs M2 chez les patients qui faisaient une zoonophile aiguë que chez ceux qui faisaient une endocarditis. Donc il y a une production d'interleukine 10, mais il n'y a pas de polarisation des macrophages comme on l'a vu. Donc vous voyez qu'entre 2008, où on a dit la fièvre Q, c'est une réponse M2 atypique, en 2013, on a eu le temps, en 5 ans, de s'apercevoir que c'était un petit peu un réductionnisme. Et effectivement, il y avait de l'interleukine 10, mais il n'y avait pas de polarisation. Donc ça nous a fait aussi avancer sur l'identification de nouveaux marqueurs d'activation, qui transcendent un peu le concept de polarisation, mais qui introduisent la notion de réponse précoce, de réponse tardive. En général, on retrouve une plus grande association dans la fièvre Q aiguë avec des marqueurs de réponse précoce et des réponses tardives beaucoup plus avec les endocardites de la fièvre. Donc on est en train de faire bouger les lignes sur cette notion d'activation au sein de cette infection. Alors, maintenant, deuxième, à côté de l'interleukine 10, il y a le rôle de l'interféron. Alors le rôle de l'interféron, c'est un débat absolument magnifique qui a traduit, qui est le résultat, je dirais, d'un emprisonnement idéologique, et peut-être à un moment donné, cet emprisonnement idéologique fait qu'on ne va pas regarder les résultats tels qu'ils sont. Alors, l'idée dominante depuis les années 90, c'était de dire, bon, la fièvre Q, la primo-infection de la fièvre Q, c'est une réponse à l'interféron gamma, et l'endocardite de la fièvre Q, c'est un empêchement de la production d'interféron gamma. Et nous, on a dit oui, dû à l'interleukine 10. Alors, pour ça, il y avait des arguments. Il y avait des arguments qui sont des arguments souris. Si on prend différentes souris, on s'aperçoit que celle qui meurt le plus, c'est dans le groupe où il n'y a pas d'interféron cardiaque. Ça, c'est un argument fort. Bon, la seule critique qu'on pourrait faire, c'est qu'effectivement, l'échantillonnage est assez modeste. Ça, c'est un petit détail. Nous, on a fait beaucoup d'in vitro, donc, vous voyez, dans les années 2000, où on a fait ceci. On a pré-traité nos macrophages avec de l'interféron gamma, on les a infectés. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que
ils survivent dans les macrophages, par contre ils meurent en partie une fois que ils sont traités par l'interféron gamma, et ils deviennent des vrais phagolysosomes quand ils sont traités par l'interféron. Puis après on a fait une manip. On a, je dirais, on a moins valorisé. Qui était la chose suivante. On a infecté les cellules, on a rajouté l'interféron. Et en fait, ça, c'est une situation qui est beaucoup plus proche. En fait, on n'est pas dans une situation d'hyperproduction d'interféron gamma avant d'être infecté. Et là, on remarque que finalement, la réponse est décalée, et on a une efficacité d'élimination qui est moindre. Donc, on a un petit peu moins regardé la partie basse au profit de la partie haute. Et ça, c'est sans doute un des points de l'interprétation. Donc, la capacité à former des phagolysosomes, finalement, est beaucoup plus atténuée dans cette configuration. Donc, si on est dans une situation où on est déjà infecté en produit d'interféron, on s'aperçoit qu'on n'est peut-être pas aussi efficace qu'on voudrait bien le faire. Donc, du coup, les deux grands thèmes dont on a publié, étaient très très bien publiés à l'époque. Donc, on avait montré l'effet que l'interféron induisait la fusion et l'interféron induisait l'apoptose. On était dans un système où on arrivait à l'élimination. Donc, fort de ça, on n'a jamais vraiment dosé l'interféron gamma chez les patients. On l'a dosé de temps en temps. On l'a dosé de temps en temps et un coup ça montait, un coup ça descendait. Donc on a dit c'est faux. C'est faux, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque de toute façon ça devrait être très carré, c'est-à-dire on ne devrait jamais en trouver chez les patients qui font des formes qui chronicisent le traitement. Donc le hasard a fait que l'épidémie hollandaise a fait que les gens en Hollande ont repris tout ce qu'on avait fait nous. C'est normal, c'est assez cohérent. Et eux, ils ont rajouté l'interféron. On avait fait, mais qu'on n'avait pas fait. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que les patients donc ce qu'ils appellent des patients chroniques, c'est ceux pour lesquels il y a des endocardites, des atteintes vasculaires, etc. Donc c'est un ensemble relativement hétérogène, qui sont dans la distribution. Eh bien, ils produisent de l'interféron. Ils produisent de l'interféron gamma de façon très très significative. Donc, avec deux tests, parce qu'ils sont dans une logique de quantiféron, comme dans la tuberculose. Bon, ils ont associé un deuxième marqueur qui est l'interleukine 2 pour essayer d'affiner, parce qu'ils se sont aperçus quand même qu'il y avait de l'interféron des deux côtés, donc du coup ils se sont aperçus que peut-être en mettant l'interleukine 2, ils arrivaient à affiner, et donc ça permet de suivre les patients en fonction du traitement qui réussit, traitement qui échoue. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que finalement, une endocardite dans les formes chroniques de la fièvre aiguë, eh bien, il y a l'interféron. Donc cet interféron, où est le problème? Parce que bon, il devrait protéger, c'est juste tout ce qu'on a vu, il devrait protéger. Donc le joker qu'on avait, c'était de dire finalement, il y a l'interféron, mais il n'est pas actif sur les cellules. Et donc, ce qu'on a fait, on a pris des patients, on a pris leurs cellules et on a étudié la réponse à l'interféron gamma. Et donc, vous le voyez très clairement, ce qui est en rouge, c'est les gènes qui sont activés, et donc vous voyez que les patients, eh bien, ils sont capables d'activer la voie interféron gamma. Donc, ça veut dire qu'ils ont le récepteur fonctionnel, et ça veut dire qu'ils sont capables de produire des médiateurs de la réponse à l'interféron. Donc, on a fait faux. On a fait faux, et à l'heure actuelle, la réponse avec ça, on ne sait pas. Alors, on a un petit joker, mais bon, c'est même pas, ça ne résout pas tous les problèmes. C'est de revenir aux fameux interférons de type 1. Alors, l'interféron de type 1, il a comme propriété de bloquer l'interféron gamma. Donc il y a un équilibre. Si vous avez l'interféron gamma, eh bien, vous avez moins d'interféron type 1, et si vous avez beaucoup d'interféron type 1, vous avez moins d'interféron gamma. Donc ça se passe comme ça, et d'ailleurs ça permet de dire que maintenant, dans la tuberculose, c'est extrêmement clair,
il y a de l'interféron de type 1 qui bloque l'interféron gamma, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Ils en sont au même stade. Donc c'est, à mon avis, un petit peu. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'interféron de type 1 chez les patients. Il y en a pratiquement. Donc s'il y a peu d'interféron de type 1, il y a beaucoup d'interféron gamma. Et ça, on le savait, puisqu'effectivement, il a été dosé. Donc, en fait, on n'a pas avancé d'un millimètre. On n'a pas avancé d'un millimètre. Il y a une situation, donc très probablement, ce qui doit ressortir, c'est que l'interleukine 10 doit sans doute interférer avec peut-être d'autres médiateurs que l'interféron gamma, mais que l'interféron gamma, dans ce contexte-là, ne joue pas. Donc du coup, on peut même aller peut-être même plus loin dans la réflexion. Est-ce que c'est vraiment l'interféron gamma qui est protecteur dans la pneumoinfection? Bon, pour l'instant, on a le méconnu, mais bon, ça peut peut-être être. Bah, c'est un grand travail de destruction qu'on est en train de mener. On fera une état des lieux à la fin. On s'y rendra les communes. Alors, immunité tissulaire, deux petites choses sur lesquelles je voulais un petit peu m'attarder. Donc, un, c'est le placenta et deux, tissu adipeux. On va aller très vite. Donc, sur le placenta, on a un certain nombre d'informations. Un, coccinelle burnetii est capable d'infecter des cellules placentaires, que ce soit des cellules enlignées ou des cellules placentaires extraites de placenta. Ça induit un programme très faiblement inflammatoire. Et on a vu que ça induisait, ça n'activait pas les cellules dendritiques placentaires. Donc ça veut dire que coccinelle burnetii a la particularité d'aller dans le placenta et de faire un programme qui est un programme finalement plutôt silencieux. Donc ça veut dire que les complications qu'on a au cours de la grossesse ne sont peut-être pas comme on a dans les chorioamniotiques par exemple, où finalement c'est parce qu'il y a une réponse inflammatoire trop exacerbée qu'effectivement on a des lésions placentaires, peut-être effectivement, là on a un mécanisme qui est nouveau, qui est à l'heure actuelle pas bien défini. Bon, on travaille aussi sur les macrophages placentaires, mais à l'heure actuelle on n'a pas trop d'informations. Alors, le deuxième point, c'est le tissu adipeux. Le tissu adipeux est de plus en plus associé à l'infection, d'abord parce que, bon, avec les travaux infection-obésité, qui ont clairement lié fièvre Q et lié obésité et infection, mais également, un certain nombre de travaux ont montré que le tissu adipeux pouvait être finalement un endroit où les bactéries allaient survivre, et c'est ce qu'on a montré dans l'infection à coccinelle burnetii, avec une persistance, en particulier dans le tissu adipeux. Alors, qu'est-ce qui est touché dans le tissu adipeux? Clairement les adipocytes, comme on avait vu dans le placenta des trophoblastes, dans le tissu adipeux, les adipocytes peuvent être infectés. Et là, par contre, il y a un programme qui est induit et qui est un programme de type inflammatoire. Alors, pour aller très vite, pour intégrer tout ça, il faut le mettre dans des, je dirais, dans la globalité de l'individu. La globalité de l'individu, c'est l'âge et le sexe. L'âge, c'est relatif. Donc, ce sont des travaux un petit peu anciens qu'on a essayé de modéliser chez la souris. Alors, l'âge, bien entendu, c'est pas l'immunosénescence. C'est le sujet, je dirais, c'est l'adulte bien avancé, environ 60 ans et au-delà. C'est pas encore l'immunosénescence. Donc, qui est la cible privilégiée des infections. Et donc, on a essayé, il y a ça il y a maintenant de nombreuses années, on avait essayé de faire des souris matures qui n'étaient pas des souris immunosénescentes. Et donc, on avait constaté qu'entre une souris jeune et une souris mature, il y avait un taux d'infection qui était indiscutable en faveur des souris matures. L'effet du genre, peut-être plus, là on a beaucoup plus avancé sur l'effet du genre. Donc vous voyez très clairement que si vous prenez une souris mâle ou une souris femelle, vous n'avez pas le même taux d'infection. Et ça correspond aux données épidémiologiques, à savoir qu'à taux d'exposition comparable, l'homme fait plus souvent une fièvre Q que la femme. Donc, le modèle souris, une fois, collait bien, et donc on s'est dit, est-ce que c'est lié au contexte hormonal? Et la meilleure façon de vérifier le contexte hormonal,
c'est de faire une ovariectomie chez la femelle. Et là, si vous regardez bien, donc ce qui est avec les triangles noirs, vous voyez que quand on fait une ovariectomie, eh bien, on augmente la quantité de bactéries dans les tissus, on augmente la formation des varices. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse. La réponse est clairement liée aux hormones sexuelles et c'est confirmé par la correction, quand on corrige l'ovariectomie en donnant de l'estradiol à la testosterone, et on s'aperçoit qu'on fait retomber le niveau d'infection. On ne retombe pas au niveau complètement d'une souris non ovariectomisée, mais on est pas mal correct. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les souris ovariectomisées ont pratiquement le niveau qu'on retrouve chez les souris mâles. Donc on est allé plus loin. On est allé plus loin et on a fait une étude en microarray, donc beaucoup plus récemment, pour voir un petit peu qu'est-ce qui bougeait dans ce contexte-là. Et on a été absolument abasourdi de voir que les gènes qui bougeaient en fonction du sexe représentaient la très très grande majorité des gènes. Donc, ça a été au niveau du foie, représentaient la très très grande majorité des gènes. Et qu'il y avait une différence, donc il y avait beaucoup plus de gènes chez l'homme que chez le mâle et chez la femelle. Et bien entendu, comme on a des quantités de gènes, on ne peut pas les étudier un à un, et donc on va les étudier en faisant des codes d'annotation. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'on a des profils qui sont totalement différents. On a chez le mâle une modulation des gènes qui sont en rapport avec la réponse inflammatoire, sous ces différents aspects, que ce soit les défensives, les molécules d'adhésion ou les cytokines. Je vous fais remarquer au passage qu'on retrouve de l'interféron gamma et des interférons de type 1. Ça veut dire qu'il y a un effet. Par contre, chez les femelles, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus du tout les gènes de l'inflammation. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on prend aussi peut-être ce côté un peu plus silencieux de l'infection chez la femme. Et par contre, ce qu'on retrouve, c'est le rythme circadien. Alors, le rythme circadien, à l'heure actuelle, on a étudié un certain nombre de gènes, on a vu qu'ils étaient modulés chez l'homme. Donc, clairement, le rythme circadien, ce sont des horloges moléculaires périphériques, pas celles de l'hypothalamus, bien entendu, et dont la fonction reste quand même très très largement méconnue, si ce n'est qu'il y a de plus en plus d'éléments pour dire que les gènes du rythme circadien sont sans doute impliqués dans le phénomène de microbicide. Donc, probablement en agissant au niveau des voies d'activation. Alors, on va un petit peu finir par ça. Donc, tout ça, on l'a fait in vitro avec la souche manuelle. Donc, souche, effectivement, qui est partagée par de nombreuses équipes. On n'a jamais vraiment abordé la question de la notion de virulence dans ce contexte-là. Et même on vivait avec une idée presque inverse. Finalement, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une notion de virulence coxaloïdée, c'était plus la capacité à répondre qui déterminait en fait la pathogénicité. C'est remis en cause avec la souche Guyane, sur laquelle on a commencé à travailler. Alors, cette souche Guyane, donc ça a été les travaux qui ont été faits par Yacina, montrent très clairement que quand on infecte des souris, eh bien, la souche Guyane, eh bien, il y a un taux d'infection qui est bien supérieur à ce que nous avons quand on compare avec la souche humaine. Donc, on s'est dit, et ça c'est pour nous, ça a été un point majeur, on s'est dit qu'est-ce qui se passe dans le macrophage. Puisque c'est plus virulent, ça doit sans doute peut-être plus se repliquer dans le macrophage, ça doit prendre peut-être un chemin à l'intérieur du macrophage. Eh bien non. Eh bien non. La souche Guyane, elle se comporte comme la souche Mannheim dans le macrophage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que ça se multiplie plus dans l'hôte, ben c'est très probablement indépendant du macrophage. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres partenaires qui sont impliqués. Et donc ça nous ramène à ce qu'on disait au début. Finalement, ce dogme que tout est dans le macrophage, eh bien probablement il est fragilisé dès qu'on commence à rentrer dans des systèmes qui sont un petit peu différents, et en particulier ces systèmes différents. Alors, pour un petit peu finir, c'est un travail qu'on a initié récemment avec Yacina,
autour de Tbet. Tbet, c'est une molécule qui est impliquée dans la voie de l'interféron gamma. Et donc on s'est dit, c'est une molécule qui va peut-être nous apporter des explications sur la réponse interférence. Ça c'est la raison noble. Après, la raison pas noble, c'est que donc, au centre d'immunologie, ils devaient éliminer toute leur souris Tbet. Et ils nous ont dit, finalement, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Oui, c'est un peu. Donc on a dit oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la stratégie classique. Et ce modèle, ça vient particulièrement intéressant. Pourquoi? Donc quand on infecte ces souris Tbet locales, qui n'ont plus, en tout cas une partie de la voie d'interféron, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une plus grande variation au niveau de la rate. On voit qu'il y a une altération de l'état général, donc les souris perdent du poids, et il y a un plus grand taux d'infection avec des lésions très importantes, en particulier très importantes au niveau du foie, une persistance bactérienne importante, et surtout, ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est ce qu'on observe ici. On observe un taux d'infection important au niveau du tissu adipeux, alors qu'il n'y a plus rien dans les souris qui expriment Tbet. Donc ça veut dire que peut-être que l'interféron, sa place, c'est plutôt au niveau du tissu adipeux. Au niveau des ganglions, deux types de ganglions. Les ganglions trachéaux et les ganglions cervicaux. Donc tout ça, c'est des infections qui ont été faites par voie aérienne. Donc on voit qu'effectivement, il y a, donc ce sont des CT, donc il faut dire à l'envers, donc il y a plus d'infections dans les ganglions trachéaux, mais ceci devient encore plus net dans les ganglions cervicaux, où donc on a une persistance un petit peu comme on avait dans le tissu adipeux. Donc c'est une piste qui démarre. C'est une piste qui démarre. On ne sait pas encore, parce que là maintenant, il va falloir attendre la deuxième livraison du CGMN. Du coup, maintenant, on leur a demandé de produire des souris, jusqu'à présent, ils les ont jetés. Donc là, maintenant, il faut qu'ils en produisent. Il ne faut pas quand même continuer comme ça. Donc, on va compléter ce type d'approche. Alors, du coup, voilà un petit peu si on résume les scénarios. J'ai essayé de faire, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on va sortir de tout ça? Donc, dans ce qui est la fièvre aiguë, la primo-infection, la mise en place de la réponse. Donc, globalement, on peut dire qu'il y a une réponse TH1 avec des CD4 et des CD8. Il y a une réponse interféron gamma, et ça, on l'a aussi bien dans la forme chronique que dans la forme aiguë. Et clairement, on voit que quand on prend le modèle Tbet, on a quand même un effet de l'interféron. La cible de cet interféron, c'est indiscutablement les macrophages. Je pense que ça, on peut garder ça. Il n'y a pas de polarisation. Et par contre, il y a sans doute un effet sur la formation du granulome. Pas trop parler de la formation du granulome, parce que c'est un sujet sur lequel on est en train de penser. Cette réponse immune, eh bien, elle est contrôlée par l'âge et le genre. Il y a un impact de la virulence. Et clairement, il y a une différence tissu-réponse systémique. Donc probablement, il va falloir, c'est une notion qu'il faudra intégrer dans la vie. Alors, la fièvre aiguë chronique, et là j'étais vraiment perturbé parce que j'ai dit, il n'y a plus rien. Donc, il y a l'interleukine 10, ça reste. Il y a une altération de la valence T entre cellules naïves et cellules mémoire. Il y a un effet délétère des anticorps, et peut-être qu'il y a un effet plasmique qu'on n'a pas étudié, même si c'est quelque chose qui revient un petit peu à la main. Voilà, donc on en arrive au stade où finalement on s'aperçoit que les doutes ont quasiment pris le pas sur les certitudes. Donc tout ça, ça a été fait donc, grâce à l'équipe, notre équipe, en partenariat avec l'équipe de Daniel Olive et l'équipe de Jean-Pierre Orvel. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour la leçon de modestie. Alors, est-ce que ça suscite
5 minutes, Irma, des questions claires qui ouvrent le feu. Non, mais je pense que chacun est plaisé dans ses domaines, donc tu sais bien ce que je veux dire. Mais forcément, il y a une sous-population que vous n'avez pas regardée et qui, à chaque diapo que tu as montré, tu sais, m'interpelle. Je me dis qu'il faudrait quand même, par intérêt premier, regarder les NKT, mais je vais étayer mon argument. D'abord, les Tibets, ça influence énormément la maturation des NKT. Donc quand j'ai vu que tu avais une différence dans le foie énorme dans ces Tibets, il faut avec un aspect lésionnel majeur. Voilà, alors il faut savoir que Tibet, si tu veux, donc chez la souris, la population NKT, hein, je ne parle pas des NK, je parle des NKT, elle est complètement, alors il faut regarder le papier, mais en fait c'est publié depuis longtemps, mais bon, comme toute la science c'est oublié. Et donc il y a un aspect problématique sur la maturation. Et dans le foie, la population majeure des lymphocytes, c'est les NKT. Donc il faudrait quand même regarder dans ces souris, et je sais qu'au CIML ils l'ont pas fait parce que ça ne les intéresse pas, juste la population NKT. Vous voulez les jeter? Et oui, bon, c'est pour ça qu'il faut les récupérer. Mais c'est vrai qu'on pourrait regarder quand même la population NKT. Pour plusieurs raisons, parce que c'est une lésion, mais aussi parce que c'est une population, là je vais repartir sur la première partie de ton talk, c'est que c'est des cellules, alors qui, on ne sait pas comment, mais peuvent soit sécréter du TH1, soit sécréter du TH2, donc TH1 interféron gamma dans ton modèle, et TH2 aussi existe. Mais par contre, elles sont en amont de toutes les cellules que tu as pu regarder, même en amont des Tregs. C'est-à-dire, bon, ça c'est des manips que j'avais fait dans un truc en postdoc, mais maintenant il y a des papiers qui montrent clairement que selon comment la NKT est activée et qu'elle sécrète ton TH1 ou ton TH2, elle va activer ta Treg. Donc là, à un moment, je me suis dit dans ton modèle, ça serait quand même cool de voir si ta Treg qui sécrète de l'IL10 n'est pas modulée par à un moment la NKT. Parce que la NKT n'est pas censée être activée par ton macrophage infecté. Il peut être activé elle peut être activée par un environnement cytokinien. Et comme tu as montré que ton infection, même si c'est diminué, c'est un peu comme Brucella, le VPS, ça a quand même activé des cytokines. Dans le contexte tissulaire, du poumon, du foie, ton NKT pourrait être activé. Donc, je suis désolée, forcément, mais je me dis, franchement, ça vaudrait le coup quand même de regarder 2-3 fois la population. Moi, je pense que tu as raison. Je vais aller plus loin. C'est même pour ça que nous envisageons mon projet. Oui, oui, bien sûr, mais là c'est facile sur les Tibets, quoi. Ouais. Tu vois, sur les Tibets, c'est quoi? Le NKT pour approche. Je suis obligée de faire ma pub, hein. Non. Là, on est dans la phase. On est là pour ça. Là, on est dans la phase où ils ont relancé la production. Honnêtement, c'est facile. En plus, nous, on a vraiment une étudiante. Si elle sourit à un moment, des 3 organes, on regarde. Vicky. J'ai une question d'un niveau immuno beaucoup plus faible. En fait, c'est par rapport aux anticorps. Si j'ai bien compris, ce sont des anticorps qui sont opsonisants. Alors, ce qui va faire que les Coxiella vont rentrer dans le macrophage, mais comme le macrophage ne résiste pas à Coxiella, ce sont des anticorps qui sont pas protecteurs. Est-ce que c'est bien compris ou c'est pas Non. ça? Non. L'opsonisation va faire qu'ils vont rentrer en plus grande quantité, mais il se passe quelque chose. On ne sait pas. Là, il y a un point d'interrogation qui fait que du coup, au lieu de se retrouver dans des vacuoles isolées, ils vont se retrouver dans une large vacuole. Ce qui fait la grosse différence, c'est peut-être ça justement, cette interférence avec la fusion de petites vacuoles, et ils vont inclure la production des en grande quantité, faisant une boucle d'amplification. Donc ils ne vont pas détruire le macrophage, mais ils vont l'utiliser différemment. Après, il y a peut-être d'autres effets. Il y a des effets sur les anticorps, il y a des effets en particulier de caractère auto-immun. Et c'est vrai que, par exemple, à l'heure actuelle, la présence d'anticorps antiphospholipides dans des syndromes d'antiphospholipides sont prédictifs de l'évolution vers les anticorps. Donc est-ce que c'est par mimétisme moléculaire? Est-ce que c'est par rupture de tolérance? Bon, ça c'est des choses à définir, mais bon, clairement, ils ont cet effet d'amplification et ils ont aussi une pathogénicité intrinsèque, peut-être par du mimétisme moléculaire.
ça vaudrait le coup ou pas de tester l'hypothèse, je crois non confirmée, qui a été bien publiée dans la tuberculose, d'anticorps anti-interférons, je crois non confirmée, publiée quand même. Je crois qu'on l'avait fait. On l'avait fait justement pour le contre. D'accord. Et donc, c'est pas ça. Un peu comme pour la tuberculose. Voilà. Finalement, ça concerne une sous-population. Juste une remarque. En réalité, si j'ai bien suivi, Coxiella, ce dont on a parlé là, c'est, je sais pas quoi, 20% des personnes exposées, 80% des personnes exposées à Coxiella vont présenter dans leur sang des anticorps, des choses comme ça, puis point barre, c'est-à-dire que cliniquement, il ne se passe rien du tout, c'est-à-dire que si on se ramène au niveau cellulaire et tissulaire, globalement, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas, il n'y a pas de lésion, choses comme ça, peut-être qu'il y a une expression clinique. Et donc la question, c'est est-ce que ça vaudrait le coup quand même d'utiliser aussi ce groupe de personnes exposées, je dirais non symptomatiques, on se comprend, donc pas de signes cliniques. Est-ce que ça vaudrait le coup aussi de les intégrer un peu systématiquement dans les travaux comme un autre groupe de contrôle, puisque les groupes de contrôle utilisés, là si j'ai bien compris, c'est des personnes saines, donc qui éventuellement n'ont jamais été exposées à Coxiella. Donc est-ce que ça vaudrait le coup quand même de regarder aussi la majorité des personnes exposées, finalement, ou pas? Ce qui pourrait ouvrir éventuellement sur l'identification de certains polymorphismes. Voilà. Alors ça permet d'attaquer une partie de la question, hein, vu qu'en réalité il y a plusieurs questions. L'autre question, si on est d'accord, on va plus ou moins rester là-dessus. Est-ce que ça vaudrait le coup à un moment quand même de regarder aussi ce qui peut se passer en amont de tout ça, qui est que quand même Coxiella probablement ne rencontre peut-être pas immédiatement un macrophage ou une cellule présentatrice d'antigènes, mais peut-être que pour accéder à ça, il faut déjà qu'elle franchisse premièrement le microbiote, je vais vous expliquer travailler là-dessus. Et puis après, il y a des barrières cellulaires qui sont soit des cellules muqueuses, soit les cellules endothéliales. Dans ma jeunesse, par hasard, j'ai infecté des cellules endothéliales avec Coxiella. Je crois qu'on n'a jamais fait d'aussi belles images d'infection cellulaire par Coxiella que sur des cellules endothéliales. Donc est-ce qu'à un moment, est-ce que ça a un sens ou pas de se poser la question d'événements peut-être plus précoces encore que la rencontre des cellules présentatrices d'antigènes, ou est-ce que ça n'a probablement pas d'intérêt? Non, moi je pense que c'est important, parce que surtout on va appliquer sur l'avant-aérien, le fait qu'on ait des ganglions cervicaux qui soient atteints, ça a aussi un sens. En termes de drainage, je pense que c'est sans doute important. Bien, je vous propose qu'on en reste là. Merci encore Jean-Philippe.